à tous et merci de nous retrouver sur Monaco Info au sommaire de cette édition. La visite du souverain à Alès pour cette édition 2015 des rencontres internationales des voitures écologiques. Retour sur la Fashion Week monégasque qui s'est déroulée pendant 3 jours en principauté. Nous reviendrons sur le palmarès de la 3e édition du concours des jeunes créateurs de Monaco. The Monaco Project for the Arts présente au pavillon Bozio une exposition de l'artiste céramiste Johan Créten. Le théâtre du Fort Antoine a lancé lundi sa saison estivale. Et nous refermerons ce journal en musique avec le concert de ZZ Top et un focus sur le guitariste Johnny Gallagher qui s'est produit en première partie. Nous débutons cette édition dans le Gard, à Alès plus précisément, où viennent d'être organisées les RIV, les rencontres internationales des voitures écologiques. Le Prince Souverain assistait à cette édition 2015 qui présentait différents moyens de transport non polluants. Sandrine Nègre et Sylvain Péroumal nous livrent plus de détails. Je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui parmi vous pour cette nouvelle édition des RIV, des rencontres internationales des véhicules électriques. La principauté de Monaco et l'agglomération d'Alès partagent plusieurs points communs, celui d'être situé dans le sud bien sûr, et celui de mettre l'accent sur l'importance d'une mobilité propre. Organiser tous les 2 ans ces rencontres internationales des voitures écologiques en est une belle illustration. Elles permettent d'évoquer plusieurs points comme l'évolution de la place de la voiture dans notre société à travers des conférences, mais pas seulement. 80% des habitants du monde vivront dans les villes en 2050. Il faut trouver toutes les solutions, bien évidemment. Nous avons le plaisir d'accueillir Albert de Monaco ce matin, mais aussi le ministre Wong de Hong Kong, une délégation d'Abidjan, une belle délégation du Maroc pour poser le sujet de la pollution dans les villes et de trouver ensemble les solutions. Nous sommes sur le pôle mécanique d'Alès, donc il y a bien sûr des stands, ça c'est un grand classique, mais il y a une trentaine de véhicules à l'essai, donc tout le monde va pouvoir se faire une idée en essayant les véhicules. Et puis il y a des innovations, des nouveautés, des véhicules pour la première fois hydrogène qui vont tourner sur le circuit, même une voiture de course hydrogène, la Green GT qui est là aujourd'hui. Il faut dire que l'hydrogène figure de plus en plus sur les listes des solutions énergétiques, économiques et écologiques. Autre marque, Toyota, tournée vers les technologies environnementales depuis plus de 20 ans, la marque multiplie aussi les modèles éco-responsables à l'image de celui-ci, conduit par le souverain. À hydrogène, hybride ou encore électrique, modèle traditionnel type berline, petit véhicule utilitaire citadin, véhicule de secours comme celui-ci des sapeurs-pompiers ou encore voiture sportive, le secteur propose une véritable variété pour permettre à chaque citoyen, selon ses désirs et son budget, d'apporter sa contribution en faveur d'un avenir plus vert et plus propre, compétiteurs compris. Ça, c'est une Alfa Romeo Giulietta. Il est alimenté à GPL et une voiture qui a 120 chevaux. C'est une voiture normale que nous on a préparée pour faire les courses avec l'énergie alternative. Parce qu'il y a un championnat mondial FIA qu'on fait avec la voiture qu'on est alimentée avec GPL, biocarburanti. Maintenant, la voiture, on a la première position maintenant. On a fait déjà 5 courses. On a fait la 2e place à Monaco et à la fin de ce mois, on va en Bulgarie et on va voir qu'est-ce que sera. Avis aux amateurs de 2 roues, les constructeurs font des propositions non polluantes également. Il est aussi possible de partir en mer tout en préservant l'environnement, comme le prouve ce modèle. Il y a, une identité de vue, c'est ce qui a conduit d'ailleurs à cette signature d'un petit accord tripartite entre la Fondation, l'agglomération et le Club des véhicules électriques français. Il y a, je crois, une approche semblable de l'intérêt d'évoluer vers une mobilité décarbonée. Et puis il y a ces événements qui sont des événements un peu, frères dans une certaine mesure, les RIV ici à l'été,
et vert à Monaco au printemps et une coopération qui s'est établie depuis plusieurs années. Donc c'est une bonne complémentarité, ça permet de voir évoluer les choses, ça permet d'accueillir des technologies nouvelles et donc d'avancer dans cette voie d'une transition énergétique et d'une mobilité propre et décarbonée que tout le monde espère. C'était une partie du message du Prince ce matin. Et cette 6e édition des Rives avait bien sûr pour objectif de parler des conséquences positives de l'écomobilité sur le monde qui nous entoure, et notamment sur les océans et le climat, au cœur des préoccupations de la COP21 à Paris en fin d'année. Un mot à présent sur cet événement qui s'est déroulé sur le Rocher, mais pas seulement. La MC Fashion Week s'est tenue cette semaine en principauté. Une série de défilés et de conférences a rythmé cette manifestation. Un reportage d'Émilie Rousseau. Le musée océanographique est devenu pendant quelques jours un véritable temple de la mode et du style international. Pour sa 3e édition, la MC Fashion Week a fait les choses en grand pour mettre à l'honneur la collection Printemps-été 2016 de plus d'une vingtaine de designers venant des 4 coins du monde. Cette année, c'est dédié à l'année de la Russie à Monaco. Et donc, on a l'ouverture avec un grand couturier russe, que c'est Igor Chapurin. Hier, il a été aussi primé avec les MC Fashion Week Awards, parce que cette année on a institué les awards créés par le sculpteur brésilien Marcos Marin. Et cet award s'était donné aussi à la maison Versace, qui c'était la première maison à s'installer en Russie, la première maison internationale à s'installer en Russie et a déclenché l'installation de toutes les maisons internationales en Russie. Cet événement organisé par la Chambre monégasque de la mode s'est enrichi cette année avec l'organisation de conférences et de tables rondes. Talents prometteurs ou créateurs confirmés, la MC Fashion Week entend promouvoir ses talents auprès d'un vaste public, qu'ils soient acheteurs, blogueurs ou VIP. On a travaillé tellement sur cet événement depuis des années et ceci est notre 3e session. Mais au fait, on a commencé tout petit et puis ça a grimpé. Et là, je pense qu'on a pris une expansion vraiment intéressante. Donc c'est vraiment du fond du cœur que je vous remercie tous d'être là parce que c'est très important. Et je crois que c'est le commencement de vraiment un salon international de la mode à Monaco. Fort de son succès, les organisateurs planchent déjà sur la 4e édition et ont cet objectif en tête, celui de se faire une place dans le calendrier officiel de la mode. À noter que cet événement aura été marqué par la remise des prix MC Fashion Week Awards. Le designer russe Chapurin et la maison Versace auront notamment été distingués. Direction le lycée Albert Ier pour la remise des prix de la 3e édition du concours des jeunes créateurs de Monaco. Une édition sous le thème des contrastes. Voyez ce reportage. Ils sont âgés de 15 à 25 ans et sont passionnés d'art. Dessinateurs, photographes ou encore poètes en herbe, ils ont pu proposer leurs créations lors du 3e concours des jeunes créateurs organisé par la direction de l'Éducation nationale de la jeunesse et des sports. Un concours initié il y a 3 ans par des élèves du lycée Albert Ier. À l'origine, il s'appelait le concours des jeunes artistes de Monaco. Et lorsque j'étais en classe de seconde, ici au lycée, ma première année, nous avons été conviés au Conseil économique et social des jeunes de Monaco et donc nous avons présenté ce projet avec un groupe de 5. Nous avions eu l'idée de organiser un concours pour les jeunes pour montrer la créativité des jeunes de Monaco. 75 jeunes ont répondu présents pour cette 3e édition sur le thème du contraste. Et parmi les 90 œuvres proposées, 5 ont été distinguées. Son Altesse Royale, la princesse de Hanovre, membre du jury, a remis un prix spécial à Colline Cossin pour sa photographie intitulée Transcendantale. Je prends souvent des photos avec mon téléphone et du coup ça a donné de belles photos. Et bon, il y a aussi des photos que j'ai prises avec ma GoPro que je mets dans des positions bizarres en fait et je me prends des photos tout seul en fait. Du coup, bon, c'est pas trop réfléchi, mais après ça donne des bons résultats. Donc bon, j'ai décidé de continuer de prendre plusieurs photos et voilà. Pour la catégorie graphisme et art plastique, c'est Marie-Claire Hoffmann qui a su séduire le jury avec Aujourd'hui et Demain. J'ai représenté 2 pommes. Alors chaque pomme, la rondeur des pommes représente la terre en fait.
Et je voulais montrer en fait le contraste entre la pollution, un monde autour vert, un monde écologique où nous prenons tous soin de notre planète, et un monde pollué où la nature est en danger. 3 autres prix ont également été décernés. Florent Gertaldi a reçu celui de la meilleure œuvre littéraire pour son texte intitulé avec simplicité « Contraste ». Martina Petrella s'est distinguée avec sa composition « Une froide journée d'été », mettant en scène 2 chaises longues bleues posées sur la neige. Et finalement, le chêne contrasté d'Alice Boisis a remporté le prix Coup de cœur des jeunes. Rendez-vous donc l'année prochaine pour découvrir de nouveaux talents. Du 4 juillet au 30 août, l'École supérieure d'art plastique du pavillon Bozio accueille l'exposition de l'artiste céramiste Johan Créten, une exposition organisée par l'association The Monaco Project for the Art. De nombreuses personnalités ont assisté au vernissage. Un reportage de Fabien Bonilla. Johan Créten, cet artiste belge, présente au pavillon Bozio un ensemble d'œuvres issues de ses séries les plus emblématiques, parmi lesquelles les bustes fleuris Odor di Femmina, les vagues pour Palissy ou encore les colonnes révolutionnaires, ainsi que des œuvres encore inconnues du public. Si l'on regarde de plus près, on peut découvrir des cyprès, fougères, poulpes, serpents ou encore la représentation de parties du corps féminin, chacun son interprétation. Il a fallu environ 6 mois à 2 ans de travail pour chaque œuvre. Je pense que les sculptures doivent être des mystères. Donc je pense que vraiment il faut offrir quelque chose au spectateur qui est beau, qui accroche et qui après s'ouvre comme une fleur. À travers le temps, on découvre d'autres aspects juste en tournant autour de l'œuvre, mais aussi en pensant à ce qui est présenté comme un être. Moi, je pense que c'est comme des personnes qu'on rencontre. Ce n'est pas la première fois que je vais vous dire qui je suis. Les œuvres, c'est pareil. Donc, j'adore la rencontre entre un visiteur et une sculpture. Johan Créten est aujourd'hui considéré comme l'un des précurseurs du renouveau de la céramique aux côtés de Thomas Schutz et Lucio Fontana. L'importance de l'expo est la matière de la céramique. Quand j'ai commencé à faire des œuvres d'art en céramique dans les années 80-90, c'était tabou dans le milieu de l'art contemporain. Donc pour l'école d'art, c'était important de montrer aux jeunes artistes qu'aujourd'hui que la céramique est vraiment à la mode, qu'il y a des gens qui ont un peu ouvert cette matière à l'art contemporain. Et donc on a voulu dans l'expo montrer un peu toutes les différentes possibilités de cette matière dans mon travail. La majeure partie de l'exposition est à découvrir jusqu'au 30 août au pavillon Bozio. En revanche, une œuvre de grande dimension en bronze appelée Why Do Strange Fruits Always Look So Sweet est également exposée en parallèle au Jardin exotique de Monaco. Le théâtre du Fort Antoine reprend sa saison estivale avec la pièce La clôture de l'amour. Un homme et une femme parlent de rupture amoureuse. Vanessa Dessy vous en dit plus. C'est une étape douloureuse à surmonter que tout un chacun a certainement déjà vécu au cours de sa vie. La rupture amoureuse est dure à vivre, que ce soit pour celui qui reste ou pour celui qui part. La séparation est un processus en plusieurs temps où se mêlent des aspects bien plus profonds au travers de diverses interrogations. Qui suis-je sans l'autre? Comment dénouer le lien? Comment accepter cette absence? Dans cette pièce, le couple clôture son amour en 2 monologues. Un homme et une femme qui se sont aimés vont en quelque sorte au bout de leurs pensées, une manière de solder les vieux contes dans un langage très poussé. En fait, l'amour, on le fait, mais on le dit aussi. C'est-à-dire que l'amour, ça se construit évidemment avec des actes, mais beaucoup avec les mots. Ça se fait, ça se défait avec les mots. Donc la pièce de Pascal Rambert, elle tourne autour de ça. On peut sceller un amour avec des mots, et puis on peut déchirer un amour avec des mots aussi. Et c'est peut-être parfois plus facile de déchirer un amour avec des mots que de le construire. En tout cas, la pièce s'appelle Clôture de l'amour. Donc c'est pas par hasard, c'est la fin d'un amour, et en même temps, c'est 2 personnes qui s'aiment toujours et qui n'arrivent pas à se séparer. Ça va pas continuer. On va pas continuer.
Pascal Rambert a écrit cette pièce spécifiquement pour ses acteurs qui donnent leur nom aux personnages. Il y a tout d'abord Stanislas Nordet et sa manière articulée de dire la langue française, et Audrey Bonnet qui écoute attentivement avant de renvoyer la balle. Un jeu d'acteurs particulièrement complexe, sans décor, dans un espace vide et noir. Ça ne pourrait pas ressortir, ça ne serait jamais ressorti. Pourtant, ça sort! On va dire que plus qu'être compliqué, c'est du fun, c'est amusant parce que c'est des vraies performances. Hein. Il faut tenir physiquement d'une certaine manière pendant un certain temps. Là, c'est un peu plus de 45 minutes chacun. On part sur le flux de la pensée, sur le flux de la parole. L'important, c'est d'arriver à faire énormément de variations sur une heure, c'est-à-dire de ne pas partir sur une seule piste, mais d'aller dans des tas d'endroits différents. Et le texte de Pascal Rambert offre la possibilité d'être à la fois dans le tragique, parfois il y a de la comédie, donc ça permet vraiment aussi pour l'acteur de se déplacer beaucoup et de jouer avec le public pour l'emmener dans des endroits très différents tout au long de la représentation. Donc on a l'impression, quand on est seul en scène pendant 45 minutes, d'avoir le public entre ses mains, et c'est plutôt agréable quand on arrive à l'embarquer avec nous. Bref, vous devez... Ce texte est écrit avec justesse, mais au-delà du poids des mots, il s'agit là d'une interprétation qui demande une certaine virtuosité, souvent inspirée d'un vécu. Quand on est sur une scène de théâtre, on s'inspire toujours de son vécu. Donc sur une pièce comme ça, qui parle de toutes des relations amoureuses avec tout ce qu'elles ont de plus magnifique et terrifiant, je ne vais pas dire que c'est du gâteau, mais en tout cas, quand on a tous vécu un certain nombre de choses. Donc c'est pour l'acteur, là, c'est assez... Il n'y a qu'à ouvrir la boîte, quoi. Il faut se servir après. Mais ça... Et en même temps, pour le public, c'est la même chose, parce que le public, quand il écoute, il reconnaît énormément de choses de sa propre vie, évidemment. Le vrai sujet, pas de problème! Toujours dans une ambiance très amoureuse ou pas, le prochain rendez-vous du Fort Antoine est fixé au lundi 13 juillet avec à l'affiche Notre songe de Charles-Éric Petit, d'après William Shakespeare, par la compagnie à l'individu. Et vous venez de le voir, la saison 2015 du Théâtre du Fort Antoine a démarré. Une saison articulée autour du thème de l'amour. De nombreuses nouveautés sont au programme. Je vous propose justement d'écouter à ce sujet le programmateur Joe Boulit. L'amour, oui, effectivement, l'amour et l'amour dans tout ça. En fait, compte, c'est suite à un peu, pas une réflexion, mais plutôt par rapport à tout ce qui se déroulait dans notre société, dans notre monde un petit peu en effervescence. Je me dis, mais quelle place on laisse à l'amour? On s'occupe beaucoup de choses, beaucoup de choses économiques, beaucoup de choses matérialistes, beaucoup de trucs. Et je me dis, mais l'amour, comme c'est très important. Et donc, je me suis dit, je vais lancer cette saison sur l'amour, pour essayer peut-être de remettre un peu en place l'amour à un niveau respectable. De nouveautés, on a la nouveauté d'abord de faire des rencontres avec les compagnies, les metteurs en scène ou les auteurs, puisqu'on a toujours l'occasion, bien sûr, de voir leurs pièces, mais après c'est toujours difficile parce qu'il est peut-être tard. Et puis avant, on a envie de savoir un peu plus sur eux, sur leurs projets, sur la façon dont ils travaillent, etc. etc. Donc voilà, ça c'est une première approche, et j'ai trouvé ça intéressant. Et puis la deuxième nouveauté, c'est qu'on peut avoir un moment très convivial, un moment où on peut trinquer, on peut boire un verre, avec une petite restauration légère. On appelait ça le phare du bord, qui veut dire le bar du fort, donc tout simplement. Et le lieu de rencontre s'appelle le balcon, c'est un petit clin d'œil à Baudelaire. Culture toujours, le groupe ZZ Top s'est produit mardi soir au Sporting d'été. Il s'agissait d'un des 4 concerts debout organisés dans le cadre du Monte Carlo Sporting Summer Festival. Je vous propose justement d'écouter Jean-René Palacio à propos de ce groupe mythique. C'est toujours important d'avoir des légendes. On est la légende, donc on continue avec les légendes. Pour moi, c'est un grand groupe. C'est un groupe qui illustre la musique américaine du Texas, bien évidemment, de Austin en particulier. C'est un vieux groupe maintenant. À l'époque, dans les années 70, ils n'avaient pas encore la barbe. La barbe date de 1976, un truc comme ça.
Et c'est toujours un plaisir parce que tout le monde aime le boogie blues comme jouer à cette façon. Et en plus, vous savez qu'il y a un petit côté spécial ce soir pour nous, rien qu'à Monaco. Ils ont fait une chanson sur la chartreuse, la célèbre boisson médicinale créée par ces bons moines. Et donc, on les attend avec des bouteilles de chartreuse. Ah, ça risque d'être chaud. Et comment bien consommer, blablabla, comme on veut. Oui, oui, à consommer avec modération. Mais c'est vrai que c'est un clin d'œil. Pour moi, ça fait partie de la mythologie du rock'n'roll. Ils sont Rock'n'Roll Hall of Fame. C'est le blues, c'est très lay-back, bien le son, bien gras du blues, la version rock'n'roll. Voilà. Puis des gens charmants en plus, vraiment charmants. Si ZZ Top a mis le feu à la salle des étoiles, la première partie était également de grande qualité. Fabien Bonilla a rencontré le bluesman Johnny Gallagher et son groupe The Box T Band. Reportage. Autre qu'un chauffeur de salle, autre qu'une simple première partie, Johnny Gallagher, à la carrure imposante, est un vrai surdoué de la six cordes. Ce bluesman irlandais est tombé dans la marmite musicale quand il était petit. Dans le prolongement de sa main, sa télécaster trafiquée qu'il arrive à faire crier à souhait, Johnny Gallagher and the Box T Band a envoyé la purée, comme on dit, mais une purée faite maison, familiale. En fait, c'est un vrai nounours, c'est les deux frères jumeaux qui sont donc de chaque côté. Et là, il vient uniquement avec ses deux frères. Autrement, il vient avec sa grand-mère, avec son père, avec sa tante, parce que c'est vraiment un big band qui s'appelle les Gallagher Brothers. Et il faut savoir que Gallagher and the Box Tea, c'est une pomme de terre qui ne pousse que dans le sud-est de l'Irlande. Et en fait, il y a une purée spéciale qui s'appelle la purée Box Tea. Et en fait, ils en sont les spécialistes, d'où vient son nom de groupe, qui s'appelle Johnny et les patates, parce que c'est vraiment un bonnard et c'est un mec génial. Et vraiment, il tombe partout et c'est un mec à suivre. Entre reprise ou composition, Johnny Gallagher est un vrai bluesman. Même si le blues a été créé au 19e siècle par des esclaves, Johnny Gallagher, au 21e siècle, y met également son cœur et ses tripes. Oui, si vous voulez, en quelque sorte, au temps de l'esclavage, il y avait bien sûr l'esclavage africain, mais il y avait aussi l'esclavage irlandais. Et quand les esclaves étaient emmenés d'Afrique, ils devaient aussi passer par l'Irlande pour prendre les pauvres gars irlandais, vous savez. Et les Irlandais et les Africains étaient dans la même galère en quelque sorte à travers l'Atlantique. Ils chantaient ensemble. Donc il y avait comme une sorte de connexion entre la musique des Irlandais et la musique des Africains. Il y a donc de vrais points communs. Donc les Irlandais ont une bonne connexion en règle générale avec le blues. C'est pour ça que je me suis senti proche de cette connexion. Johnny Gallagher vient de finir l'enregistrement de son prochain album qui pour le moment n'a pas encore de nom, mais qui devrait sortir dans les bacs à Noël. Société Société Générale Private Banking vous présente la météo.
Et avant de refermer ce journal, je vous propose un aperçu de la météo de cette fin de semaine. Jeudi, belle journée ensoleillée de plein été, il fera 26 degrés au lever du jour et 31 degrés au plus chaud de la journée. Vendredi, le soleil restera bien présent sur l'ensemble de la principauté, à noter de fortes chaleurs jusqu'à 32 degrés dans l'après-midi. Samedi, le temps restera constant, les températures seront nettement supérieures au normal de saison. Et finalement, pour la journée de dimanche, il faudra encore une fois compter sur une large journée ensoleillée. Les températures oscilleront entre 27 et 31 degrés. Merci de nous avoir suivis. Retrouvez toute l'actualité de la Principauté sur le site Monaco Channel. Je vous dis pour ma part à très bientôt sur notre antenne. La météo vous a été présentée par Société Générale Private Banking.